Comment ces chocs extérieurs également impactent aujourd'hui les recettes budgétaires de ces États africains ainsi que même le niveau d'endettement? Merci beaucoup Daouda. Ces chocs exogènes impactent différemment les recettes budgétaires selon la nature du choc. Parce que vous pouvez avoir des chocs qui sont des chocs de prix, vous pouvez avoir des chocs climatiques, vous pouvez avoir aussi des chocs épidémiques ou d'autres natures de chocs. Si vous êtes dans les chocs de prix, souvent c'est les prix des coûts des matières premières qui sont affectés. Et à partir de ce moment-là, comme l'Afrique est un réservoir de matières premières et un déservoir de produits finis, ce que vous allez voir, c'est que vous êtes dans des situations où tout baisse des coûts des matières premières impacte les pays qui sont producteurs. C'est pourquoi quand il y a eu une baisse des coûts des matières premières entre 2014 et 2016, des États comme le Congo ou la Guinée équatoriale ont été les États africains qui ont été les plus impactés parce que ça a réduit drastiquement leurs recettes. Mais si vous analysez de plus près, ces crises-là de produits de matière, des cours des matières premières, c'est des crises qui suivent un circuit qui n'est pas linéaire. Ça arrive de temps à autre, ça disparaît, ça arrive. Par contre, en revanche, quand vous êtes dans des chocs climatiques, souvent c'est des chocs qui perdurent plus dans le temps. Ça arrive de façon pérenne tes finances publiques. Aujourd'hui, quand on parle des inondations, c'est presque des problèmes récurrents pour le continent africain. Quand on parle de la sécheresse, c'est des problèmes récurrents. Quand on parle du changement climatique, c'est des problèmes récurrents. C'est pourquoi là aussi, le niveau de mesure que les États africains doivent adopter, ça doit être des niveaux de mesure avec des solutions pérennes. Là, il faut mettre en place... Différencier également selon le choc extérieur qu'il y a en face. La nature du choc. Quand vous êtes dans des chocs maintenant épidémiques et autres, vous voyez que là, c'est des chocs qui sont plus rares. La Covid-19, Ebola, ça suit souvent des cycles de 10 à 15 ans, à 20 ans, parfois plus. Donc c'est des chocs qui sont plus rares, mais qui sont plus impactants sur nos finances publiques. Tout à fait. Si vous prenez l'exemple de la Covid-19, pourquoi ça impacte le déficit de nos États? Tout simplement parce que le niveau de recettes va baisser en cas de pandémie. Les recettes vont baisser parce qu'il n'y a plus d'activité. Et en même temps, vous êtes obligé de faire des dépenses de soutien auprès des secteurs sociaux, auprès des secteurs qui sont vulnérables, qui ont été impactés. Ce qui fait que ici, vous êtes dans des courbes où vos recettes baissent et vous êtes obligé d'augmenter vos dépenses. Quand vous pouvez le faire, vous êtes obligé de vous endetter. Et souvent, la situation fait que pendant ces temps-là, quand vous endettez à des taux qui ne sont pas favorables et ça vous met dans des spirales d'endettement où vous êtes obligé, pour faire face à cette crise-là, d'être dans des situations où vous endettez à des taux qui ne sont pas favorables et ça impacte de façon continue les finances publiques. Ce qui fait que tout dépend de la nature du choc et du type de choc que vous avez. Qu'il y a en face. Voilà. Et si l'on prend l'exemple aujourd'hui d'un pays comme le Sénégal, comment aujourd'hui l'économie sénégalaise a-t-elle été impactée par les chocs extérieurs, comme si on prend l'exemple de la pandémie de Covid-19? Oui, ça nous a gravement affecté. Vous avez vu que durant la période pandémie de 2019, déjà au niveau de l'UEMOA, les pays de l'UEMOA ont suspendu le pacte de convergence, de croissance et de stabilité. C'est la première mesure qu'ils ont prise en 2020. Et ils ont pris des dérogations au niveau de l'UEMOA pour permettre aux États de dépasser le ratio de 3% de déficit qui a été fixé. Ce qui fait que, conséquemment, tous les États se sont mis à aller sur les marchés financiers afin d'avoir des ressources pour faire face à ce choc-là. Deuxième élément, les États ont été obligés de demander l'effort ou le sacrifice citoyen à travers les fonds de concours. Les khalifes généraux avaient contribué, tout le monde avait contribué et on avait pu mobiliser les 1000 milliards, si vous vous souvenez, qui ont été dépensés. Troisièmement, la façon dont on l'a dépensé, ça a eu en tout cas, ça a eu des impacts après en termes de reddition des comptes. Des affaires judiciaires sont présentement en cours d'ailleurs. Des affaires judiciaires sont présentement en cours, donc il faut analyser aussi l'impact du point de vue de la gestion de ces fonds-là sur le respect des règles éthiques et de bonne gouvernance. L'autre impact que nous avions eu aussi, c'est que quand il y a eu la pandémie Covid-19,
directement, nous avons pris tout un ensemble de mesures et d'arsenal juridique pour faire face. On a dit qu'il fallait plus respecter le code des marchés, qu'il fallait avoir un dispositif dérogatoire pour faire face à... Et c'est là où, c'est vrai, en droit, on a l'habitude de dire, quand la maison brûle, on ne parle plus de règles, pour dire que les situations d'urgence justifient des mesures exceptionnelles. En revanche, ces mesures exceptionnelles ne sont pas des zones de non-droit et il est extrêmement important de s'arrêter pour voir comment avoir des mesures qui sont plus pérennes, des mesures qui sont plus proactives que réactives. Si on devait résumer, c'est que la réaction de l'Afrique a été plus réactive que proactive. On ne s'est pas préparé sur des mesures pour anticiper ces chocs. Mais existe-t-il aujourd'hui un lien réel entre ces chocs exogènes-là et entre ces chocs exogènes et aujourd'hui la croissance économique de ces États? Bien sûr, parce que pour mesurer la croissance, en tout cas l'unité de mesure, c'est le PIB. C'est le PIB qui va dire que sur tel État, on a produit le produit intérieur brut, on a produit tant de pourcents. Maintenant, cette production-là est impactée parce qu'effectivement, les chocs ont des impacts directs, mais ont des impacts indirects. Les impacts directs des chocs, c'est quoi? C'est la destruction du capital physique et humain, quand il s'agit de pandémie ou d'épidémie, par exemple. Il y a eu beaucoup de morts. C'est la diminution des recettes fiscales et du capital privé. L'État n'a plus de fiscalité, les privés ne font plus des bénéfices. Mais les coûts indirects, c'est justement le fait que ça diminue la production. Ça fait de telle sorte que si la production est diminuée, la croissance du pays va être affectée naturellement. Donc vous voyez qu'il y a un lien. Si on regarde ces impacts indirects, c'est sur la croissance, sur l'inflation, c'est des déséquilibres macroéconomiques. Et c'est ça qu'on entend par les impacts indirects. Et ce sont ces impacts indirects-là qui... Et comment les États arrivent à gérer aujourd'hui ces impacts indirects dont vous parlez? Bon, tu sais, les chocs, la gestion est très compliquée parce que vous êtes obligé de concilier beaucoup de mesures. Premièrement, vous êtes obligé d'augmenter la part de recettes fiscales tout en maîtrisant mieux la gestion de la dette. Comment augmenter la part de recettes fiscales? Il faut le faire sans augmenter la pression fiscale. Aujourd'hui, la pression fiscale est fixée à 20% au niveau de l'UEMOA, au niveau du pacte de convergence, de croissance et de stabilité. Le Sénégal étant le meilleur élève de l'UEMOA est pourtant à 18%. Donc, il faut trouver des moyens d'élargir les recettes fiscales sans pour autant que les mêmes gens qui payent continuent à payer. Donc, vous devrez élargir le champ. À travers une généralisation aujourd'hui de cette... Vous devez élargir le champ. Et ça, il faut le faire aussi tout en n'affectant pas l'inflation. Et c'est ça qui est difficile. Comment concilier des mesures fiscales qui sont justes pour permettre à l'État d'avoir des... Je prends l'exemple de la taxe sur le mobile money, on en discute. La taxe sur le mobile money, aujourd'hui, vous l'instituez, oui, vous pouvez améliorer les recettes fiscales de l'État, mais vous diminuez le pouvoir d'achat du Sénégalais. Donc en même temps, vous augmentez la fiscalité, vous diminuez, vous agissez sur l'inflation, et donc du coup, vous réglez des problèmes budgétaires, mais vous en causez des problèmes économiques. Et c'est ça la difficulté pour nos États de concilier. Mais n'empêche, vous êtes obligés d'augmenter. Et il faut identifier des niches de recettes telles que les taxes environnementales, les taxes carbone, les taxes sur les produits de luxe par exemple. Aujourd'hui, pourquoi pas des taxes sur les produits de luxe? Il faut l'imaginer. Des gens qui se prêtent à un certain mode de vie, on doit pouvoir les taxer encore davantage. L'autre élément, au-delà des taxes, il faut bien gérer la dette. Parce qu'aujourd'hui, il faut diversifier le profil de la dette. Si vous prenez le profil de la dette commerciale est passée de 20 à 43% entre 2000 et aujourd'hui en Afrique. Donc on est obligé de diversifier ce profil de la dette en contractant davantage avec notamment d'autres pays, d'autres continents, mais aussi d'autres partenaires, en allant vers les Exim, en allant vers les eurobonds, en allant vers la dette intérieure comme l'État sénégalais est en train de le faire, pour ne pas que notre dette ne dépende. Au-delà de ces mesures, vous êtes obligé d'avoir une souscription à des assurances. Pourquoi les États ne pensent pas qu'ils pourraient souscrire à des assurances pour certains secteurs? Parce que c'est ça le rôle de l'assurance. C'est un peu essayer d'identifier des niches ou des secteurs sur lesquels on n'a pas assez de maîtrise et de transférer notre responsabilité de prise en charge au cas où il y aurait des chocs par rapport à ces secteurs-là et de le confier à des maisons d'assurance moyennant le paiement de prix. Et ça, on doit agir. Je suis d'accord avec lui. On doit aller vers la constitution de réserve.
à travers les fonds souverains. Voilà, que ce soit les fonds souverains, que ce soit les fonds de développement, que ce soit les fonds stratégiques, ou bien même le fonds de stabilisation qui a été créé au Sénégal avec la loi de 2022 sur le secteur des hydrocarbures. Et donc la gestion est confiée au fonds 6. Le fonds intergénérationnel, il faut constituer des réserves. Mais ici, ce qui nous intéresse davantage, c'est moins le fonds intergénérationnel que le fonds de stabilisation. Parce qu'avec la loi de 2022, il a été créé un fonds de stabilisation pour dire que malheureusement, ce fonds, on ne lui a pas affecté un quote-part. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que c'est la différence entre les recettes structurelles et les recettes effectives. Toutes les recettes pétrolières qui seront mobilisées, qui vont servir à abonder ce fonds-là. Et on a un plafond d'accumulation qui a été fixé, de telle sorte qu'à chaque fois que l'État veut avoir des ressources sur ce fonds-là, l'État va juste tordre le principe de sincérité budgétaire en évaluant un peu moins les recettes ascendues, tout en sachant que ces recettes-là seront supérieures afin de créer une différence qui pourrait abonder ce mécanisme du fonds de stabilisation et faire face demain à des chocs. Mais vous êtes obligé de concilier toutes ces mesures-là. Il y a aussi la coopération. On est obligé de... Je donne un exemple. Il a été établi qu'en 2009, rien que les renseignements entre les États africains nous ont permis de se rendre compte que les renseignements pouvaient nous permettre de mobiliser 3,8 milliards de recettes supplémentaires. Et en 2023, ce qui s'est passé est assez illustrant, c'est que les renseignements obtenus de 7 pays nous ont permis de mobiliser 2,2 milliards supplémentaires de recettes fiscales. Rien que les renseignements de 7 pays. Donc, la coopération internationale, ce n'est pas à négliger. Il faut que les États s'échangent des informations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile avec l'impôt, c'est que les gens, il est difficile de les localiser géographiquement. Ils sont au Sénégal, mais ils ont des activités au Mali. Ils ont leurs épouses qui est au Burkina. Ils vont voyager. D'ailleurs, entre États et entre partenaires également, pour permettre surtout aussi de lutter contre ces flux financiers illicites, ce qui est en tout cas une forme aussi de transparence dans la gestion des finances publiques. Tout à fait. Et transparence et innovation également comme fer de lance d'une administration moderne. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission.